Kofi Annan, bonjour. Bonjour. Vous êtes prix Nobel de la paix, ancien patron de l'ONU, plus de 20 ans sur la scène internationale déjà. On va parler de ça, de votre fondation. Les rencontres de Genève Histoire et Cité cette semaine à l'Université de Genève. D'abord, ces 20 ans sur le devant de la scène, c'est passé comment? Compliqué, Hein? intéressant, beaucoup de challenges, mais je crois qu'on a pu faire quelque chose quand même. J'ai eu l'appui et soutien de beaucoup de monde. On fera tout à l'heure l'album, hein. C'est quand même 20 ans avec les principaux dirigeants du monde sur le terrain de crise extrêmement grave. C'est une masse de souvenirs absolument inouïs. Mais d'abord, de façon générale, l'histoire, c'est le thème des rencontres à Genève d'ailleurs. C'est ça. La grande histoire, vous l'avez senti quand? Quand est-ce que vous vous êtes dit, voilà, là, c'est vraiment, ça restera dans les manuels? Je crois que pendant l'époque, quand j'étais secrétaire général, je crois que la question d'Irak a vraiment marqué le monde. Hein, la guerre. La guerre d'Irak. Et puis, évidemment, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la guerre en Syrie et les situations au Moyen-Orient. Est-ce que d'une certaine manière, tout ce qui s'est passé après le printemps arabe, qui s'est mal passé finalement, est-ce que c'est une conséquence, entre autres, de la guerre d'Irak? C'est lié. C'est lié, ça a provoqué beaucoup de réactions. Et puis, il y a eu des tensions entre les deux tendances, chia et sunni, qui étaient exagérées par cette Par la guerre. guerre. C'est ça, par la guerre en Irak. Kofi Annan, en une génération, les Africains ou les descendants d'Africains sont arrivés vraiment de manière très marquante, pas par le nombre, mais par quelques exemples extrêmement frappants. Vous, premier noir à la tête de l'ONU, Barack Obama, premier métis à la tête des États-Unis, qui d'autre? Mandela surtout. Mandela, c'était le grand homme. C'est ça. Ça montre qu'on a tous les capacités. Ce qu'il nous faut, c'est une opportunité Hein? de pouvoir montrer ce qu'on peut faire. Donc, on doit respecter l'une et l'autre et encourager des gens à donner et faire les mieux. C'est un combat qui continue, hein, à la tête d'une des plus grandes banques du monde, mais évidemment de Suisse, à la tête du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, africain, franco-ivoirien, talent extraordinaire, mais qui avait été freiné. C'est ça. C'est votre ami, il est dans votre groupe. C'est ça. J'étais très content de sa nomination. Et j'étais très fier de mes amis suisses. Parce que personne ne croyait que ce genre de nomination allait être possible. Hein. Et lui-même, il s'est réjoui de venir ici. Je l'ai eu au téléphone. C'était un vrai challenge, mais il est prêt, il a la capacité, il a l'atout. Et je crois qu'il va montrer au monde ce qu'il peut faire. Tidjane Thiam l'a dit, en France, il y avait ce qu'on appelle le plafond de verre. Hein. Il n'a pas pu dépasser un certain stade parce que noir. Le fait qu'en Suisse ce soit possible, c'est quand même hors norme. Comme je dis, c'est je suis très content. Hein. Et ça montre que la Suisse a une certaine ouverture que les gens ne se rendent compte pas ordinairement. Mais là, c'est vraiment, vous avez marqué que la Suisse est ouverte. Il cherche des talents, il est prêt à prendre des talents, d'où on les trouve n'importe quelle couleur. Peu de gens le connaissent si bien que vous, Tidjane Thiam, le nouveau patron du Crédit Suisse. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce talent? Il est très intelligent, très habile. Il est très stratégique. Il parle plusieurs langues. Un bon leader des hommes et femmes. Et il est très ouvert. Et je crois que ses collaborateurs à Zurich vont l'apprécier. Kofi Annan, l'actualité, ce sont les migrants, ce si grand nombre de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée, beaucoup se noient. Cette semaine, l'Union européenne prend un certain nombre de décisions. Il y a, selon vous, un manque de compassion pour ces migrants? Il y a un manque de compassion, un manque de volonté politique et un manque de leadership. Parce que franchement, c'est pas facile pour des gens de quitter les pays, sont souvent frustrés,
désespéré, il part. Quand les Britanniques disent il ne faut pas les accepter, il faut les refouler contre l'avis majoritaire de l'opinion européenne, qu'est-ce que vous en pensez? C'est horrible, c'est inconscient de dire que si on les aide, ça va créer un magnet, des gens vont venir. C'est-à-dire qu'il faut les laisser mourir. Et ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. S'il y a une volonté politique, on peut le faire. Je me souviens, il y a 40 ans, j'étais ici, dans les années 80. J'ai travaillé à HCR avec les réfugiés. Et à l'époque, c'était les boat people du Vietnam. Et vraiment, les gens étaient choqués par cette... Il y a eu une compassion, une volonté extraordinaire pour les aider. Aujourd'hui, cette compassion manque. Est-ce qu'en fait, les Occidentaux sont un peu hypocrites? Ils n'ont pas envie de voir venir tellement de gens? Il y a un peu de ça aussi, ils sont un peu hypocrites. Et puis, il y a un manque de courage politique. Il faut expliquer aux gens. Est-ce que le courage, ça veut dire aussi avouer que ça passe par accepter beaucoup de gens, des régularisations massives, tôt ou tard, ça aura lieu? Absolument. On ne peut pas empêcher les gens de bouger. Ouais. L'immigration va continuer. Ce qui est important, c'est de les gérer d'une façon intelligente, avoir un système qui permet des gens de venir régulièrement. Autrement, on va les jeter dans les mains des criminels. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage de dire au peuple européen, oui, il y aura beaucoup de migrants qui vont arriver. Dire autre chose, c'est mentir? C'est la vérité. Et ils vont avoir besoin. Il y a plusieurs pays en Europe qui sont des immigrants, ne vont pas pouvoir maintenir les standards de vie. Kofi Annan, les 70 ans de l'ONU, vous avez fait votre carrière là-bas. D'abord, un mot encore sur la migration. Vous êtes africain, vous, de bonne famille, repéré par la Fondation Ford, carrière aux États-Unis, à Genève, on va en reparler. Mais quand même, est-ce qu'il y a un sentiment d'identification quand vous voyez ces malheureux en mer, en Méditerranée? Oh, absolument. J'ai les sens, foncièrement. Je suis africain, ce sont des Africains. J'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient. Tous ces pays, la Syrie, Yémen, Irak, Éthiopie, Érythrée, je connais tous ces pays et les gens qui vivent. Donc, ça vous fait mal au cœur, ça me frappe. Ça me frappe et je crois qu'on peut faire mieux. Franchement, on peut faire mieux. Dans quelques minutes, je vais parler à l'université. Je vais montrer, par exemple, dans les années 80, président Carter a presque doublé le nombre d'immigrants qu'on doit accepter des États-Unis. Le G7 a donné pas mal d'argent, a doublé le contingent pour... Et puis, Jean-Paul Sartre et tous ces gens-là parlaient d'un manque de moralité et tout ça. Et la population, tout le monde était prêt à aider. Mais aujourd'hui, c'est un autre sentiment qui je vois autour de nous. Kofi Annan, aujourd'hui, la parole est plus libre. Vous avez été 10 ans secrétaire général. Il fallait faire très attention, hein. Chaque mot pesé. Enfin, c'est la liberté. Oui, enfin, c'est la liberté. Je peux choisir ce que je vais faire. Je peux dire ce que je pense sans forcément provoquer une réaction d'un tel État ou bien l'autre État. Vous avez serré tant de mains de gens qui ont fait couler du sang. C'était aussi votre travail, hein? Bachar el-Assad, Milosevic, tant d'autres. Oui, pour sauver la vie, parfois, on est obligé de traiter avec des gens qui, normalement, on ne va pas inviter pour prendre un café ou bien une bière. Mais on est obligé de faire ça pour sauver les gens. Feuilletons ensemble cet extraordinaire album. Quelques photos qui rappellent ce parcours. On parlait des mains sanguinaires. Oui. Un Bachar el-Assad, il est au pouvoir. Il le restera selon vous? Pour le moment, il est là, mais je ne crois pas qu'il va rester tout le temps. Je crois qu'on va avoir un changement en Syrie. Forcément.
Lui, avec tout ce sang, ne peut pas rester, même si le régime tient. Le régime, à long terme, le régime ne peut pas tenir. À long terme, le régime ne peut pas tenir. Les populations, tôt ou tard, vont choisir les gens en qui ils ont confiance, les gens qui n'ont pas les sangs sur les mains. On continue cet album avec toutes ces personnalités que vous avez rencontrées pendant toutes ces années. Mandela, évidemment. Ça, c'était votre grand homme. George Bush. Oui. George Bush, il a été votre ennemi. Il était ami, disons, on s'aimait bien, mais sur le plan politique, on avait des visions différentes. Donc, sur le plan politique, on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. Je recommande vos livres. Je crois que c'est dans Intervention que vous racontez à quel point les Américains ont essayé de vous forcer la main pour la guerre d'Irak en vous montrant des prétendues preuves. C'est ça. Ce sont des durs. Quand on est secrétaire général de l'ONU, on les subit. On n'est pas obligé forcément de subir, mais ce qui est réel, qu'un secrétaire général qui cherche à être indépendant, qui cherche à faire son travail, va tôt ou tard avoir conflit avec les Américains. Angela Merkel, elle est aussi sur cette photo. Une femme, on parlait des Noirs, les femmes ne sont pas si nombreuses parmi les très hauts dirigeants. C'est une femme d'exception. Elle a géré sa position brillamment. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le leader le plus important au monde. Et je l'apprécie beaucoup, je l'admire, c'est une amie. Et je crois que ça montre aussi qu'on doit avoir beaucoup plus de femmes dans ces genres de positions. Vladimir Poutine, vous l'avez pratiqué. Aujourd'hui, il se décrit comme une victime des mêmes Américains dont on parlait, qui ont trop avancé à l'Est, qui ont trop poussé l'OTAN. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce discours, d'après vous? J'étais à Moscou il y a 3 semaines avec les elders. J'étais avec le président Carter, Mme Brundtland, M. le président Tessari, Ernesto Zedillo, Lakhdar Brahimi et moi-même. On a eu une longue discussion avec lui. Ils se sont poussés. Il accepte qu'on doit mettre en application l'accord de Minsk. Mais tout le monde doit tout le monde doit travailler. Mais ce qui est bizarre dans ce monde, aujourd'hui, les Russes et l'Occident ne se parlent pas. On a pris une décision réelle de ne se pas parler. Et tout le monde se plaint d'une deuxième guerre mondiale. C'est quand on a ce genre de conflit qu'il faut parler. Vous êtes diplomate jusqu'au bout des ongles. Ça a été votre vie, vraiment. Absolument. Vous avez de la passion de ça, prix Nobel. Oui. Alors, il y a 2 médailles, une pour l'ONU, une pour vous. C'est juste. Un seul chèque, en revanche. Prix Nobel de la paix, c'est quelque chose. Pour cet art de la diplomatie, est-ce que vous connaissez la phrase de Cardinal de Retz? Elle vous définit très bien. On peut insinuer à tout le monde, mais on ne persuade jamais personne. On a l'impression que vous n'avez jamais essayé de forcer, de persuader. On ne change pas la vie des gens, mais s'insinuer, toujours vous l'avez fait. Non, c'est absolument essentiel parce qu'on ne peut pas forcer les choses. Même avec une amie américaine, on ne peut pas obliger les gens de faire ça. Il faut parler, il faut essayer de comprendre les gens, il faut essayer de les changer, insinuer, comme vous disiez, et les faire changer direction et d'aider. La force, j'espère que la rencontre de Genève va expliquer ça. Accueil triomphal et chaleureux par les collaborateurs des Nations Unies au siège de New York cet après-midi. Mais c'est devant sa résidence qu'il a formulé ses premières déclarations très tôt ce matin dès que sa nomination a été rendue publique. Ce prix honore les Nations Unies, mais c'est aussi un défi pour nous. Un défi pour faire plus et pour faire mieux, pour ne pas nous endormir sur nos lauriers. Kofi Annan, c'est entre autres l'homme qui a su reconnaître les faiblesses de l'ONU dans les massacres de la Bosnie et du Rwanda. Un aveu qui aura aidé à donner de lui l'image d'un homme intègre, prêt à reconnaître ses torts. Parmi les thèmes qui ont beaucoup occupé Kofi Annan depuis le début de son premier mandat en 1997, évidemment le Proche-Orient. Il a dû affronter à la fois la méfiance des Arabes qui le considéraient comme pro-américain et des Israéliens toujours sur la défensive à l'égard de l'ONU. Kofi Annan a toutefois rapidement réussi à se faire respecter des 2 côtés. Son voyage en février 1998 à Bagdad contre l'avis de Washington
ou sa prise de position récente pour le développement de médicaments bon marché contre le sida ont montré son indépendance des États-Unis. Mais ses récentes déclarations contre le terrorisme après les événements du 11 septembre et sa présence hier encore aux côtés du public américain dans un talk show lui auront permis de conserver un équilibre auquel il tient beaucoup. Originaire d'une famille aristocratique ghanéenne, Kofi Annan a 30 ans de carrière onusienne derrière lui, dont un passé genevois important. Il a étudié au début des années 60 à l'Institut des hautes études internationales de Genève et a par la suite travaillé au siège genevois de l'OMS et du HCR. Âgé de 63 ans, Kofi Annan est marié à une Suédoise et a 3 enfants. Son élégance vestimentaire et sa politesse sont devenus légendaires dans les couloirs des Nations Unies, tant à New York qu'à Genève. Et puis votre fondation, hein, ça c'est votre activité aujourd'hui. Les fiertés de votre fondation, la fierté c'est quoi, s'il fallait en citer une principale? C'est qu'on fait les médiations, Hein? des gouvernances et surtout des élections avec intégrité. Parce que normalement, des élections, c'est pour nous aider à changer les leaderships. Mais aujourd'hui, ça crée des conflits. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tous ces genres de conflits après des élections? Et on lutte aussi contre la pauvreté. On travaille beaucoup avec des paysans africains pour augmenter les productions. Chacun sur Internet peut aller voir ce que fait votre fondation. Absolument. Il y a une anecdote de vous qui vous résume de façon extraordinaire. J'aimerais que vous la rappeliez. Je crois que quand vous étiez très brillant élève au Ghana, de très bonne famille, on le disait. Votre professeur vous montrait une feuille blanche avec oui. juste un point noir. Avec juste un point noir. Et il disait, qu'est-ce que vous voyez? Et c'était, disons, 1 mètre carré. On était 40 garçons dans les salles. Dit, garçons, qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde a dit, un point noir. Il recule et nous demande, donc personne n'a vu cette feuille blanche. 1 mètre carré. Il dit, il faut pas traverser le monde. Focalisons sur les points noirs. Il faut contourner les problèmes. Il faut continuer les problèmes. Et puis, il y a beaucoup de goodness, comme on dit, dans le monde aussi. Merci, Kofi Annan. Merci, Darius. Je suis content d'être là. Merci à vous.